Yo les amis et bienvenue dans cette dernière vidéo de physique sur la série 3 donc de rotation. C'est la dernière vidéo, donc la semaine prochaine et jusqu'à la fin de l'année je serai plus là pour vous aider en physique parce que j'ai énormément de travail en deuxième année quand même et ce sera plus possible que je prenne ce temps, c'est environ 7 heures que je prends ça me prend tout mon samedi quoi. Donc tout mon vendredi là du coup en l'occurrence, mais ça me prend vraiment beaucoup de temps et je pourrais pas placer ce temps avec mon emploi du temps. Bref, tout ça pour vous dire qu'il faudra vous débrouiller par vous-même après avec les corrections de Kasparian et c'est pas simple, mais vous allez y arriver parce que c'est un temps très rentable que vous placez quand vous révisez la physique. C'est quelque chose qui va vous rapporter des points que d'autres n'auront pas à l'examen, donc vraiment je vous invite à pas lâcher la physique, c'est quelque chose de très important pour passer son année, donc mettez un petit coup de boost pour faire cette transition entre quand vous avez mes explications et quand vous avez juste les explications de la faculté, et ça va le faire. Si vous accrochez dans les prochaines semaines, normalement vous allez pouvoir vous accrocher jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, j'espère que ça va aller pour vous, on se retrouve directement pour l'exercice 1. Alors, pour l'exercice 1, tout va se jouer avec la règle de la main droite. Et cette règle de la main droite, elle dit que quand vous avez une expression comme ça, vous avez j vectoriel i est égal à moins k, c'est-à-dire que j sera représenté par votre pouce droit, i par votre index droit, et moins k par votre majeur droit. Donc, si vous essayez j en mettant votre pouce sur le j, i en mettant votre index sur le i, eh ben, vous verrez bien que votre majeur il va pointer dans la direction moins k, c'est-à-dire comme ça. D'accord? Donc c'est bien égal j vectoriel i avec moins k. Ok? Donc, ça on peut dire que ça c'est vrai. Ensuite, B, le produit vectoriel des deux vecteurs collinéaires est nul. Maintenant, pour ça, il faut prendre à la dernière page de votre formulaire, vous avez une formule qui dit que A vectoriel B, c'est égal à la norme de A fois la norme de B fois le sinus de alpha. Et alpha, c'est l'angle entre A et B. Et si alpha vaut 0, et ben sinus de alpha vaut aussi 0, et dans ce cas-là, le produit vectoriel de deux vecteurs collinéaires est nul, parce que s'ils sont avec un angle de 0, ou alors à la limite même de 180 degrés, et ben le produit vectoriel, il va être égal à 0, parce que dans l'équation que je viens de vous citer, du produit vectoriel, vous avez une des composantes qui sera égale à 0. Donc forcément que le produit vectoriel sera 0. Donc, ça c'est bien vrai aussi. Ensuite, la C, il faut faire ça d'abord, et ensuite ça, parce qu'il y a des parenthèses. Donc, I vectoriel J, c'est égal à quoi? Donc vous prenez votre pouce, vous le mettez sur I. Vectoriel J, donc vous mettez votre index sur J, et vous voyez bien que votre majeur va pointer selon K. Donc du coup, ça sera égal à K. Et on se retrouve avec K vectoriel K, et K vectoriel K, c'est pas égal à I, puisque K vectoriel K, c'est ce qu'on vient de dire ici, c'est que ce sera nul, puisque c'est deux vecteurs qui sont collinéaires. Donc ça, c'est faux. Mais ce serait juste si c'était marqué égal à 0. D'accord? Et ensuite pour la D, 2J vectoriel 2K égale 2I. Donc on vérifie, J c'est bon, K index, ok, et puis I, ok, ça paraît à peu près juste. Par contre, on se rend compte qu'au niveau des facteurs, c'est faux. Parce que quand on a un facteur ici et un facteur ici, en fait, c'est les deux facteurs qui vont se multiplier là aussi. Hein. Parce que quand on a l'équation du produit vectoriel, c'est la norme de A fois la norme de B. Et donc du coup, si la norme de A est multipliée par 2 et que la norme de B est aussi multipliée par 2, c'est-à-dire que le résultat total sera multiplié par 4, parce que 2 fois 2, 4. Donc du coup, on n'aura pas 2i, on aura 4i. Donc celle-là, elle est fausse aussi. Maintenant, pour l'exercice 2, donc on va lire la consigne. Parmi les 5 forces présentées sur le dessin, donc 1, 2, 3, 4, 5, laquelle produira le plus grand moment de force par rapport à l'axe de rotation? Donc l'axe de rotation, on suppose qu'il est ici. On donne F1 est égal à F2 est égal à 20 newtons, et F3 égale F4 égale F5 égale 10 newtons. D'accord? Et on se demande lequel a le plus grand moment de force. Et là, quand vous avez ça dans la consigne, ça vous fait direct tilt, parce que vous avez une formule dans le formulaire qui s'appelle moment de force. Donc c'est super simple à calculer. Ça, c'est la formule du moment de force. Et le moment de force, donc taux, nous dit que le rayon vectoriel, la force, ça c'est le moment de force. Donc, si vous avez une force qui est appliquée ici, qui est appliquée avec un rayon 0, parce que le rayon il est toujours entre l'axe de rotation et puis l'endroit où est appliquée la force, et si là il n'y a pas de rayon, ça forcément taux il sera nul. Donc taux il est égal à 0 pour F1. Maintenant pour F2, vous avez que taux est égal à R fois F. Et R, en fait, on le représente, donc R, vous êtes d'accord qu'il est ici, mais par contre, quand on fait un vectoriel de vecteurs, comme ça, on doit
les mettre avec une même origine. Et donc du coup, on va mettre le rayon ici, qui représente la même distance que cette distance-là, d'accord, avec la même origine l'une et l'autre, d'accord. Et maintenant, vous faites R vectoriel F, et vous avez, comme l'angle est de 90 degrés ici, vous avez que sin de alpha, en fait ça c'est la même chose que ça, d'accord. Et puis du coup vous devez résoudre ça, et vous avez que sin de alpha, bah, comme ça c'est un angle de 90 degrés, bah, sin de 90 c'est égal à 1, on est d'accord. Et la norme de A fois la norme de B, en fait ce sera juste ça qui va faire varier ça, puisque ça c'est égal à 1, et ça revient juste à faire A fois B, et A fois B c'est R fois F. Et R fois F, qu'est-ce que c'est? R, on a 0,1, on est d'accord, et F, on a 20. Donc 0,1 fois 20, ça fait 2 newtons. Donc F2 égale 2 newtons. Maintenant F3. F3, il est ici. Et F3, il est égal, donc c'est la même chose, hein, mais par contre maintenant le rayon est beaucoup plus grand, d'accord? Parce que ça représente toute cette longueur ici, puisque la force est appliquée à un endroit plus loin de l'axe de rotation. Et maintenant si on fait le rayon fois la force, donc le rayon qui est de 0,8 fois 10 newtons, bah ça nous donne 8 newtons. D'accord? Donc pour l'instant, c'est ni la A ni la B, c'est peut-être la C. Et ce qu'il faut vérifier maintenant, c'est la 4 et la 5. La 5, on peut direct l'éliminer, parce qu'on vient de voir à l'exercice précédent que un vecteur vectoriel, un autre vecteur, bah, s'ils sont collinéaires, bah, c'est égal à 0, puisque sinus de 0 ou sinus de 180 degrés, c'est égal à 0. Donc toute cette expression sera égale à 0, donc ça c'est égal à 0, donc euh, le moment de force, il sera égal à 0. Et là on a que F5 égale à 0 newton. Et maintenant on s'intéresse à F4, et puis F4, bah, on se rend bien compte qu'il sera plus petit que F3. Pourquoi? Bah, parce qu'il a la même norme que F3, et puis il a un angle, par contre, plus petit que 90 degrés. Et si 90 degrés, ça maximise le sinus, et ben 30 degrés, ça va être plus petit que... Enfin, sinus de 30 degrés, ça va être plus petit que sinus de 90 degrés, ok? Que 90 degrés. Et donc du coup, on se rend bien compte que F4 est plus petit que F3. Et si on réfléchit un peu plus, donc ça, on dit que c'est plus petit que 8, donc c'est pas la 4, c'est pas la 5, c'est pas la 2, c'est pas la 1, donc c'est la C. Et c'est très logique parce que si on pousse une porte bah, dans le sens où il faut la pousser pour qu'elle s'ouvre, bah, c'est quand même plus pratique que si on la pousse selon un angle qui n'est pas tout à fait le même angle. Enfin, qui n'est pas tout à fait dans le sens où on pousse la porte. Ok. Donc voilà, ça c'est la C. Alors maintenant, pour l'exercice 3, en fait c'est un exercice qui se fait très rapidement, si vous avez compris 2-3 petites choses, et ça vous fait gagner du temps normalement pour les prochains exercices. Mais là c'est normal que ça vous prenne beaucoup de temps, parce qu'il faut comprendre tout, mais à l'examen vous aurez l'habitude et ça vous prendra moins de temps. Alors on y va. Soit une fusée de rayon R, 10 mètres et de masse 1000 kg. La fusée peut être approximée par un cylindre de densité homogène. Donc j'ai dessiné ici la fusée, c'est un cylindre avec un rayon de 10 mètres, pas un diamètre, hein, mais un rayon de 10 mètres, et une masse de 1000 kg. Et on se demande si le moment d'inertie de la fusée par rapport à son axe de symétrie est de 10 puissance 5 kg par mètre. Et en fait, il faut faire très attention parce que en physique, les unités c'est très important et on se rend compte que l'unité du moment d'inertie, c'est pas des kilos par mètre, c'est des kilos par mètre carré. Et comment vous pouvez savoir ça au lieu de l'apprendre par cœur? C'est débile, moi je l'ai même pas du tout appris par cœur, il n'y a pas besoin d'apprendre ça par cœur. Ce qu'il faut faire, c'est vous allez dans votre formulaire et vous regardez le moment d'inertie et vous trouvez là toutes ces formules. Et toutes ces formules, vous voyez bien que la masse c'est des kilos et le R au carré c'est des mètres au carré. On est d'accord? Du coup c'est des kilos par mètre carré. Et par voie de conséquence, la A elle est fausse parce que ce serait 10 puissance 5 à la limite kilos par mètre carré, mais en tout cas pas des kilos par mètre. Donc la A c'est sûr qu'elle est fausse. Alors après peut-être c'est une erreur de la faculté, et puis qu'ils vont la compter juste et tout, mais ça faudra bien leur demander si c'est une erreur ou voilà, comment c'est. Mais en tout cas, en tant que telle, cette phrase est fausse. Ensuite, pour la B, si la masse de la fusée est divisée par 2, son moment d'inertie aussi. Donc, on voit bien que ici, si on divise la masse par 2, donc on va prendre cette formule-là, parce que c'est d'un cylindre de rayon R, d'accord? Donc nous, c'est bien ce qu'on a un cylindre de rayon R, et on se rend compte que si on divise la masse par 2, et ben ça aussi, ça va se diviser par 2, parce que si vous divisez ça par 2, ça divise tout ça par 2, et ça aussi, c'est divisé par 2. Donc le moment d'inertie, IW,
eh ben, il est aussi divisé par 2. Donc, la B, elle est vraie. Et ensuite, pour la C, si le diamètre de la fusée est multiplié par 3, son moment d'inertie est multiplié par 9. Là, c'est la même chose. Si on multiplie le rayon par 3, bah 3 au carré, ça donne 9. Donc, du coup, on multiplie ça par 9. Donc ça, c'est vrai aussi pour la C. Et pour la D, plus le moment d'inertie est grand, plus le moment de force à appliquer sur la fusée pour le mettre en mouvement de rotation autour de son axe de symétrie sera faible. Voilà, juste, on peut très bien se rendre compte que plus le moment d'inertie est grand, donc plus ça c'est grand, c'est-à-dire que plus il y a de la masse, par exemple, dans le cylindre, ou plus le cylindre est large, et ben, moins il faudra de force pour le mettre en mouvement. Vous voyez, le moment de force, bah, il sera plus petit. Donc ça, forcément, c'est faux, parce que plus le cylindre est lourd, ou plus le cylindre est large, et ben, plus il faudra de moments de force, donc d'énergie. C'est pas proprement dit de l'énergie, mais j'essaie de simplifier parce que c'est le but de ces corrections. Plus il faudra d'énergie pour le mettre en mouvement. Donc c'est complètement faux ça. Donc la D, elle est fausse. Donc maintenant, pour l'exercice 4, donc je vous laisse lire la consigne, mais en gros, on a deux poids de 500 grammes, on s'en fiche de ce que c'est, et puis un poids de 50 grammes. Donc celui-là, il est plus petit que ces deux poids. Et on se demande quel est le point pour tenir le plateau et qui reste en équilibre. Et pour trouver ça, bah alors, très facilement, on peut éliminer la A, parce qu'on imagine bien que si on a un plateau rond comme ça, et qu'on a trois masses disposées comme ça, et qu'on met notre doigt au point A, bah il y a tout qui va tomber de ce côté, d'accord? Pareil pour la E, on imagine bien que s'il y a tous les poids d'un côté du plateau, puis qu'on met notre doigt ici, bah, il y a tout qui va tomber. Pour la B, on imagine bien que si on met notre doigt au point B, et puis même si on néglige le poids du plateau, mais si on met notre doigt au point B, et puis qu'il y a deux masses de ce côté-là du plateau, bah, le plateau il va aussi tomber comme ça. Et maintenant, c'est entre la C et la D, et ça c'est un peu compliqué. Et pour trouver ça, il faut faire des petits raccourcis dans la tête, et la B, enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que les deux poids rouges, et ensuite on va rajouter le B. Donc, si on considère que les deux poids rouges, ce qu'il faut faire pour maintenir le plateau en équilibre, c'est mettre le doigt à cet endroit-là. Vous êtes d'accord? Pile sur la ligne entre les deux. Et puis à équidistance des deux poids rouges. Et maintenant, si on rajoute un poids ici, et puis qu'on garde notre doigt là, eh ben, le plateau, il va tomber de ce côté-là. Vous êtes d'accord? Donc du coup, s'il tombe de ce côté-là, c'est qu'il faut mettre notre doigt encore plus de ce côté-là pour pas qu'il tombe complètement de ce côté-là. Donc du coup, la D, elle est fausse, parce que si le plateau, il tombe déjà ici, eh ben, en mettant notre doigt encore plus là, bah, il va encore plus tomber là, le plateau. Et si on met notre doigt en C, ou peut-être par là ou par là, on n'en sait rien, mais c'est plutôt pour donner un ordre d'idée, eh ben, on voit bien que le plateau peut rester en équilibre. Donc la réponse, ce sera la C. Alors, maintenant pour l'exercice 5, je suis content qu'il l'ait mis cette année parce que c'est un exercice qui a, enfin je suis content, parce que c'est un exercice qui a traumatisé des générations d'étudiants, parce que ça fait déjà sur plusieurs séries qu'ils l'ont mis, cet exercice 5, et le nombre de personnes qui sont venues me poser la question et tout, et au début j'avais vraiment du mal à y répondre et tout. Du coup, normalement je peux vous l'expliquer correctement, et ça va vous faciliter la vie, parce que cet exercice, franchement, il est pas du tout intuitif, hein. Donc, on s'accroche et on essaye de le faire ensemble. Alors, on nous dit qu'il y a un avion qui va dans cette direction-là, d'accord? Et on lui applique une force F dans ce sens-là. Et on se demande qu'est-ce qui va lui arriver, d'accord? Et on a l'hélice qui tourne dans ce sens-là. Donc là, elle vient vers nous, là, elle part, d'accord? Puisque avec la règle de la main droite, le vecteur W, donc vitesse angulaire, est dirigé vers l'avant de l'avion. Et pour la A, on se demande, le moment de force produit par F rentre dans la feuille. Donc, le moment de force, on a la formule qui est ici. Le moment de force, c'est ça, c'est R vectoriel F. Et si on regarde ça, R, ça c'est le centre de rotation. Et ça c'est la force appliquée. Et le rayon, il part toujours du centre de rotation. Et ça fait un vecteur comme ça jusqu'à l'endroit où la force est appliquée. Et en fait, je vais prendre du violet parce que là vous voyez rien. Donc c'est toujours un vecteur comme ça. On voit vraiment rien, je suis désolé. Et puis, bon, vous avez compris, et là, la flèche, elle va dans ce sens-là. Et quand ça, c'est R, et quand on doit faire le produit vectoriel entre R et F, en fait, on va mettre les deux vecteurs avec le même point d'origine. Donc, R, on va juste le déplacer, hein, parce qu'on peut se permettre, c'est un vecteur, on le déplace où on veut, mais il faut qu'il garde la même longueur et la même orientation. Ça, c'est R.
Et du coup, on regarde R vectoriel F, donc on prend notre pouce pour R, notre index pour F, et on voit que le moment de force tau, il est dirigé avec notre majeur qui vient vers nous. Et donc du coup, c'est comme si tau, il était comme ça. Ok? Ça veut dire que ça vient vers nous. Au contraire de ça, qui veut dire que ça va derrière. Donc, est-ce que le moment de force produit par F rentre dans la feuille? Bah non, puisqu'il vient vers nous, c'est pas comme s'il rentrait dans la feuille. Donc, ça, c'est faux. Ensuite, pour la B, le vecteur moment cinétique de l'avion est conservé. Donc, pour ça, on prend la formule moment cinétique qui est ici en haut, et on regarde. L, c'est égal à IW fois la vitesse angulaire. Donc, on voit bien que si on applique une force ici, bah, W, il va changer d'orientation, hein, il va aller plutôt par là. D'accord? Et si on regarde ça, L, donc moment cinétique, et ça va dans le même sens que W, ça c'est juste un facteur, on est d'accord. Et si L va dans le même sens que W, bah si W change, L aussi, L il va changer d'orientation. Donc le vecteur moment cinétique de l'avion, il n'est pas conservé, puisqu'il va changer d'orientation. Donc la B aussi, elle est fausse. Pour la C, on la garde après, parce que pédagogiquement, je préfère vous la faire à la fin. On va tout faire par élimination, et ensuite la C, je vous l'explique. On va prendre la D. Si la force était appliquée au centre de masse, l'avion tournerait davantage. Donc, si la force est appliquée au centre de masse, donc c'est-à-dire ici, ben, on se rend compte que c'est comme dans les exercices précédents, l'exercice de la porte, je crois que c'était l'exercice 3, et ben, si la force elle est appliquée ici, enfin en ce point-là, donc c'est-à-dire qu'elle sera dirigée vers le haut comme ça c'est la force, et ben l'avion, il ne peut pas tourner, puisqu'il ne va pas tourner dans ce sens-là. Si on dirige ça sur le centre de masse, c'est comme sur la porte, si on dirige la force de rotation sur l'axe de la porte, ben on va juste appuyer sur l'axe de la porte, et puis la porte, elle ne va pas se mettre en rotation autour de cet axe. Ça paraît logique, hein, puisque quand on regarde la formule du moment de force, ben on voit qu'il n'y a pas de moment de force si le rayon est égal à 0. Donc, si la force est appliquée au centre de masse, l'avion tournerait davantage, ben non, justement, il ne tournerait pas du tout. Et ensuite, la E, si la force était appliquée sur l'extrémité avant de l'avion vers le bas, l'avion décrirait exactement le même mouvement de précession que dans le cas d'une force de même norme dirigée vers le haut, appliquée à l'extrémité arrière. Donc derrière cette longue phrase, on regarde, donc si la force était appliquée sur l'extrémité avant de l'avion vers le bas, donc si on met une force dans ce sens-là, eh ben, l'avion décrirait exactement le même mouvement de précession que dans le cas d'une même force dirigée vers le haut. En fait, on voit que non, à nouveau, parce que le rayon, on voit bien que le rayon entre là et là, pardon, je vais prendre le rouge, le rayon entre là et là est beaucoup plus grand que le rayon entre là et là. Vous êtes d'accord? Donc du coup, l'avion, il va pas décrire exactement le même mouvement puisqu'il n'aura pas le même moment de force. S'il n'a pas le même moment de force, il ne peut pas décrire le même mouvement. Il faudrait qu'il ait le même mouvement, le même moment de force pour décrire le même mouvement. Et donc là, on voit que si R diminue et puis que F reste le même, bah, le moment de force change, donc forcément la E, elle est fausse. Et maintenant, la fameuse C, donc c'est celle qui est censée être juste, et je vous dis, elle est juste. Donc ça, c'est un peu compliqué, et c'est ce qu'il faut qu'on regarde ensemble. Donc, on a donc taux, donc c'est un peu contre-intuitif de se dire que l'avion il va tourner vers sa gauche, mais on a que taux, donc c'est de nouveau le moment de force, il est égal à IW fois la différence de vitesse angulaire, l'accélération angulaire, pardon. Et donc du coup, on a que taux est aussi égal à delta L sur delta T. Et si on a delta L, donc L, on a vu que c'était dans le même sens que W, puisque ici on voit que L c'est dans le même sens que W, donc L ce sera quelque chose qu'on va représenter, on va le représenter ici, allez, L il est ici, il est toujours dans le même sens que W, et on voit que taux, donc taux on l'a déjà dessiné avant, taux vous vous souvenez il allait dans cette direction là, on voit que taux il va dans le même sens que delta L sur delta T, et ça c'est un peu compliqué à comprendre, mais delta L sur delta T en fait c'est si on change L de là à là, ok, ça c'est des dérivés, hein, delta L sur delta T, et on prend cette différence là, et bah delta L sur delta T, c'est si on prend le plus petit temps et le plus petit L, en fait ça fera la tangente du cercle qui passe entre ce point-là, pardon, qui passe entre ce point-là, enfin avec ce point-là comme centre, pardon, je galère un peu, et si on a un cercle comme ça, voilà, je vous le dessine bien, si on a un cercle comme ça, et ben le delta L sur delta T, ce sera un vecteur qui sera dirigé selon la tangente à ce cercle, comme ça.
d'accord? Et on voit que, du coup, pour que taux soit égal à delta L sur delta T, donc ça, ce sera delta L, ça, pardon, ça, c'est delta L sur delta T. Si on veut que taux ici soit égal à delta L sur delta T, il faut que l'avion tourne sur sa gauche. Et comme taux, il est déjà fixé, ça veut dire que l'avion va tourner vers sa gauche pour respecter cette égalité, hein. Et voilà. Donc il faut juste bien comprendre ce petit concept qui, moi, m'a aidé à comprendre cet exercice. C'est que vraiment, delta L sur delta T, c'est la plus petite différence de L, ok, sur la plus petite différence de temps, et on prend la tangente, vraiment, à ça. En fait, c'est un concept assez compliqué, et du coup, je vais essayer de vous l'expliquer plus en détail, vraiment là précisément. Donc, si on a L1 qui est ici, et L2 qui est représenté par ce vecteur-là, et ben, la différence entre L1 et L2, ce sera dl, puisque L1 plus dl, ça donnera L2. Donc c'est bien la différence entre les deux. Et donc vous avez L2 égale L1 plus dl. Et nous, ce qu'on veut dans notre équation, c'est dl sur ds. Et donc du coup, on prend la plus petite différence de temps, et on prend la plus petite différence entre L1 et L2. Et on voit bien que si on minimise toujours le temps, on aura le L2 qui sera très 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 proche, donc ça c'est L2 que je dessine, qui sera très 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 proche de L1. Et on va voir que ce qui va se dessiner, c'est un vecteur comme ça, donc qui sera tangent au cercle. Et ce vecteur, ce sera dl sur dt justement, et ce sera taux. Et du coup, on doit bien avoir que taux, donc ce taux-là, ce taux ici, on doit bien voir que c'est le même taux que celui-là, parce qu'il est engendré par la force ici. D'accord? Et donc du coup, on a que ce taux est égal à ce taux. Ce taux-là, c'est un vecteur qu'on peut déplacer n'importe où sur l'avion. Et on doit le retrouver ici aussi. D'accord? Et donc pour le retrouver ici aussi, ce taux-là, il faut bien que l'avion tourne vers la gauche. D'accord? C'est vraiment un truc très compliqué, assez tordu. Mais voilà, si vous avez compris ça, peut-être vous pourrez le replacer dans l'examen. Mais voilà, c'est un exercice qui prend aussi beaucoup de temps, donc c'est un peu compliqué qu'ils le mettent à l'examen, mais c'est tout à fait possible qu'il tombe. Donc essayez de comprendre un maximum, et je sais que ça c'est très compliqué à comprendre pour la majorité des personnes, donc accrochez-vous et ça va le faire. Alors, maintenant, on s'intéresse à l'exercice 6. Donc, on a des cylindres qui ont une même masse volumique, d'accord? Donc ça, c'est la même masse volumique que ça et que ça. Ça, c'est la longueur L, ça, c'est la longueur 2L, L, 2L, d'accord? Et on a les mêmes moments de force taux, d'accord? Euh, donc ça, taux 0, taux Y, pardon, et c'est égal à taux X. Et voilà, donc on a dit c'est la même masse volumique et tout. Donc, on se demande si le cylindre 2 subirait une accélération angulaire 2 fois moins grande que le cylindre 1. Là, vous prenez votre formulaire à la page 2, et vous voyez ce tableau des moments d'inertie. Vous voyez que ça va correspondre à cette situation, et ça va correspondre à cette situation. Okay? Pourquoi? Parce que un cylindre de rayon R, ça c'est bien un cylindre de rayon R, et pourquoi ça c'est pas aussi un cylindre de rayon R? Parce que comparé à la force, enfin à la direction du moment de force, on n'est pas dans la même situation du tout. Et là, là, on va plutôt considérer ça comme une barre de longueur L. Ce qui va beaucoup influencer, c'est cette longueur, vous imaginez bien. Et là, ce qui va beaucoup influencer, c'est ce rayon, d'accord? Et il précise, axe perpendiculaire à la barre passant par son milieu. Donc on a bien l'axe comme ça qui passe par le milieu de la barre, et il est bien perpendiculaire à la barre, d'accord? Donc, on peut affirmer que le cylindre 2 subirait une accélération angulaire 2 fois moins grande que le cylindre 1. On regarde avec cette formule, d'accord, la formule du moment de force et de l'accélération angulaire. Donc ça nous dit que taux, c'est égal à IW, donc le moment d'inertie, fois l'accélération. Ok, enfin voilà. Et ça, on regarde, donc le cylindre 2, qu'est-ce qui varie? Donc on voit que taux, c'est le même, ok, et A, donc c'est l'accélération angulaire, c'est ce qu'on s'intéresse, est-ce que ça varie ou pas? Et du coup, on peut imaginer que le moment d'inertie va varier. Pourquoi? Parce que le cylindre, là, c'est pas le même. Et celui-là, il est 2 fois plus lourd que celui-là. Vous voyez bien que dans cette formule, IW, c'est égal à 1,5 de la masse fois le rayon au carré. On a le rayon qui ne bouge pas, c'est le même,
Mais par contre, la masse, elle est doublée, parce que c'est la même masse volumique, mais on a 2 fois le volume. Donc la masse est doublée. Et si IW2 est doublé, on a que A, donc on peut le poser comme ça, donc on a taux Y, taux Y, c'est égal à IW1 fois alpha 1, et c'est aussi égal à IW2 fois alpha 2. Et on a dit que IW2, ça doublait, d'accord? Et donc si ça double, ça diminue par 2 par rapport à cette situation. Vous êtes d'accord? Donc, l'accélération angulaire est 2 fois moins grande pour le cylindre 2 que pour le cylindre 1. Donc la A, elle est vraie. Maintenant, pour la B, le cylindre 4 subira une accélération angulaire 2 fois moins grande que le cylindre 3. Donc, pour ça, il faut se demander qu'est-ce qui varie. Là, c'est exactement la même chose que pour celle d'en haut. C'est de nouveau IW qui varie. Donc, TX ne varie pas, d'accord? Je ne vais pas remplacer tous les chiffres, parce que vous avez compris, pardon. Parce que vous avez compris. Mais le cylindre 4, est-ce qu'il va subir une accélération angulaire 2 fois moins grande que le cylindre 3? S'il n'y a que IW2, donc IW4 qui va varier, on va regarder IW4, et IW4, il varie avec le carré de la longueur. Donc c'est-à-dire que si on double la longueur, on va multiplier par 4 IW. D'accord? Donc par rapport à cette situation, IW est multiplié par 4, parce qu'on a L au carré. D'accord? Et voilà. Et donc du coup, on a que ça c'est multiplié par 4, donc du coup ça c'est divisé par 4. Hein, et du coup c'est pas 2 fois moins grande, ce sera 4 fois moins grande. D'accord? Donc ça c'est faux. Ensuite, pour la C, le cylindre 1 et le cylindre 3 subiront une accélération angulaire de même norme. Donc là, on peut un peu se demander, mais en fait, on ne connaît pas ce que ça vaut L, on ne connaît pas ce que ça vaut la masse, et on ne connaît pas ce que ça vaut R. D'accord? Donc, on a que IW1 devrait être égal, enfin pardon, IW1 devrait être égal à IW3, mais sauf qu'on a trop d'inconnus, donc on ne peut pas l'affirmer. On ne peut pas affirmer que IW1 sera égal à IW3, parce qu'on a la longueur qui est inconnue, on a la masse qui est inconnue, et puis on a le rayon qui est inconnu. La masse, on pourrait l'enlever, puisqu'ils ont la même masse, mais on se retrouve avec un R carré et un L carré, et on ne sait pas quoi en faire. Donc on ne peut pas l'affirmer que le cylindre 1 et le cylindre 3 ont une accélération angulaire de même norme. Donc ça, c'est faux. Et la D, en comparant deux formes quelconques, la plus lourde sera toujours la plus difficile à faire tourner sur elle-même. Là, on se rend bien compte que si on prend par exemple cette situation, avec une longue tige comme ça de 800 grammes et un gros poids comme ça de 801 grammes, on voit bien que ça, c'est quand même plus simple à faire tourner qu'une longue barre de 800 grammes. D'accord? Parce que ça varie toujours avec L au carré. Donc IW de celui-là sera beaucoup plus grand que IW de celui-là, puisque on voit bien que ça varie avec le carré de la longueur, et la masse, là, elle a varié que très peu, malgré que ça soit plus lourd. C'est pas toujours le cas que quand c'est plus lourd, c'est plus dur à faire tourner. Donc, la D, elle est fausse. Alors maintenant, pour l'exercice 7, c'est un exercice qui va vous prendre normalement beaucoup de temps à l'examen, et parce qu'il y a beaucoup de petits calculs, beaucoup de conversions à faire, et il y a beaucoup de chances de faire des fautes dans ce type d'exercice, mais rassurez-vous, ils en mettront, à mon avis, pas, et s'ils mettent un exercice dans ce style, il n'y aura pas beaucoup d'autres exercices compliqués comme ça, en tout cas dans les questions de type A, ce sera un des plus compliqués s'ils mettent celui-là. Donc, volant d'inertie, on considère un cylindre plein d'une masse de 60 tonnes, ça faut traduire tout de suite 60 tonnes, 60 000 kg, mesurant 10 mètres de long, ok, ça il n'y a pas besoin de traduire, et 1 mètre de diamètre, ça il faut traduire parce que ce qui nous intéresse toujours c'est le rayon, donc 0,5 mètres. Le cylindre est lentement mis en rotation autour de son axe jusqu'à une vitesse de 3600 tours par minute. Et ça, il faut tout de suite le mettre en tours par seconde parce que les minutes, on ne veut pas en physique. Hein. Et ça, on peut très facilement oublier, donc vraiment, mettez-le tout de suite dès le début, dès que vous lisez la consigne, vous le mettez en 60 tours par seconde. Ensuite, on enclenche un frein qui réduit en 5 secondes la vitesse du cylindre jusqu'à 600 tours par minute. Ça aussi, on met 10 tours par seconde. On divise par 60. Hein. Ça divisé par 60, ça donne 60. 600 divisé par 60, ça donne 10. En supposant que 100% de l'énergie de rotation perdue par le cylindre peut être récupérée, quelle est la puissance moyenne fournie par ce dispositif pendant le freinage? On rappelle les formules suivantes. Donc, ils ont donné ces formules, ça c'est gentil, mais elles ne vont pas être suffisantes. Mais on va les utiliser.
Alors, ce qu'on va vouloir calculer, c'est l'énergie cinétique quand il tourne à 60 000, pardon, à 60 tours par seconde, et l'énergie cinétique qu'il a quand il tourne à 10 tours par seconde. Et ensuite, on fait cette différence d'énergie, d'accord? Et cette différence d'énergie, ce sera delta E. Et ensuite, on a juste à faire diviser par 5 parce que c'est divisé par 5 secondes. Et ça va nous donner la puissance en watts, d'accord? Donc, pour trouver ça, il faut déjà trouver le moment d'inertie, d'accord? Donc, le moment d'inertie d'un cylindre plein, c'est de 1,5 fois la masse fois le rayon au carré. Donc, 1,5 fois la masse fois le rayon au carré, on trouve que c'est égal à 7500 parce que 1,5 c'est, voilà, la masse c'est 60 000 et le rayon c'est 0,5 au carré. Et ça, si vous faites si vous posez cette équation, c'est égal à 7500. Donc on va le noter. Ok? Et 7500, on va vouloir le mettre là-dedans. Et on serait tenté de mettre les 60 tours par seconde. Sauf que, ça c'est ce qui est très piège et ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que quand vous avez un W comme ça dans les formules, c'est toujours des radians par seconde. Toujours, 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 toujours. D'accord? Donc, on va calculer EC1. EC1, c'est quand il tourne à 3600 tours par seconde. Et après, on va calculer EC2, quand il tourne à 600 tours... pardon, le EC1, c'est quand il tourne à 60 tours par seconde. Et EC2, c'est quand il tourne à 10 tours par seconde. Et ensuite, on va faire la différence entre les deux pour trouver le delta E qu'on cherche ici. Donc, EC1, c'est égal à 1,5 fois 7500 fois donc W au carré. On a dit qu'on voulait des radians. Et on a la formule ici qui nous dit que la fréquence, donc la fréquence c'est des tours par seconde, hein, la même chose que des hertz, la fréquence c'est égal à W sur 2pi. Donc si on passe le 2pi de ce côté, on fait la fréquence fois 2pi, on va trouver 60 fois 2pi, et ça nous donne, 60 fois 2pi, ça nous donne 376,99. Donc on le met, 376,99, et là faut pas oublier le carré, et ça, tout ça, ça nous donne 532 956 606. Ok? J'ai pas la place de le noter, alors je vais déplacer tout ça. On a compris? Hop. Donc je le note comme ça, c'est bon. 532 956 606. D'accord? Et on fait pareil pour EC2, donc 1,5. Le moment d'inertie, c'est toujours le même, 7500. Okay, parce que le cylindre n'a pas changé. Et là, maintenant, W au carré, donc en radians par seconde, 10 tours par seconde. Combien ça fait de radians par seconde? Ben, on fait toujours 10 tours fois 2pi. Et ça nous donne 62,83. Donc 62,83. On n'oublie toujours pas le carré. Et maintenant, si on fait la multiplication, on trouve 14 803 957. 803 957. 14 803 957. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est delta E. D'accord? Et bah, pour trouver delta E, on a juste à faire ça moins ça. Et si on fait ça moins ça, on va trouver, donc delta E, je vais le noter ici, delta E, on trouve 518 152 649. D'accord? Et maintenant qu'on a le delta E, on a juste à diviser le delta E par 5. Et si on divise ça par 5, on trouve 103 630 530. D'accord? Donc on va le noter. Donc delta E sur delta T, c'est égal à 500... c'est égal à 103 630 530. Voilà. Et ça, donc 103 630 530, ça c'est le nombre de watts, ok, parce que puissance c'est des watts. Et ce qu'il faut ensuite regarder, c'est, on va dans les dernières pages du formulaire et on voit que les mégawatts, ici, ça c'est égal à 10 puissance 6. Donc maintenant, moi ce que je fais toujours, c'est que pour passer des watts à des mégawatts, ce que je fais, c'est que je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on voit qu'on a 103 mégawatts, parce que c'est 103 fois 10 puissance 6. On est d'accord? Donc, 103 mégawatts. Ça, c'est égal à 103,
631 si vous voulez, mégawatts. Si ça c'est des watts, d'accord? Et du coup, on trouve que c'est bien cette réponse-là. Alors, pour l'exercice 8, c'est un exercice en fait qui va vous faire gagner du temps si vous avez bien compris 2-3 petites choses à l'examen. Donc, il y a des exercices qui vous en font gagner, comme par exemple cet exercice si vous avez bien compris des choses, et d'autres qui vont vous en faire perdre, comme par exemple l'exercice de dessus, parce qu'il prend beaucoup de temps. Donc, maintenant, l'exercice 8, ça, quand vous voyez ça à l'examen, vous êtes content. Et vous voyez, il y a un ascenseur, il accélère vers le bas entre 0 et 5 secondes, il a une vitesse constante entre 5 et 20 secondes, et il décélère entre 20 et 25 secondes. Donc comme un ascenseur qui descend. Vous êtes d'accord? Et on va aller prendre les questions les unes après les autres. Donc entre 0 et 5 secondes, la personne ressent la sensation de flotter. Donc pour qu'une personne ressente la sensation de flotter, il faudrait qu'il ne subisse aucune accélération. D'accord? Donc on est d'accord que de toute manière, il subit l'accélération G, mais cette accélération G peut être compensée par une autre accélération, l'accélération de l'ascenseur, et si elle est de même, enfin si la norme de cette accélération est de même valeur que la norme de l'accélération de la pesanteur, eh ben, la personne va sentir la sensation de flotter parce que c'est comme si elle ne subissait plus une accélération et c'est comme si elle subissait plus la force de pesanteur. Ok? Donc, pour trouver ça, on a que G c'est égal à 10 mètres par seconde au carré. Ok? Et on veut savoir si cette accélération qui va subir en descendant, donc entre 0 et 5 secondes, est-ce qu'elle est égale, enfin est-ce que cette norme est égale à la norme de G? Donc est-ce que c'est de même valeur? Donc si ça c'est moins 10 mètres par seconde au carré, est-ce que A c'est égal à 10 mètres par seconde au carré? D'accord? Et pour trouver ça, on voit qu'entre 0 et 5 secondes, il accélère de moins 5 mètres, d'accord? Donc c'est comme s'il subissait une accélération de moins 1 mètre par seconde au carré. Parce que ça veut dire que toutes les secondes, il va subir une accélération de moins 1 mètre par seconde. Donc c'est-à-dire que chaque seconde, il va accélérer de moins 1 mètre par seconde. Et comme son accélération, elle est constante, on voit bien qu'entre 0 et 5 secondes, c'est comme s'il faisait moins 1 mètre par seconde au carré. Chaque seconde qui s'écoule, il va accélérer de moins 1 mètre par seconde. D'accord? Donc, est-ce que moins 1 mètre par seconde, c'est égal à moins 10 mètres par seconde au carré, pardon? Eh ben, non, clairement pas. Donc ça c'est sûr que c'est faux. Entre 0 et 5 secondes, la masse de la personne est supérieure à celle au repos. Donc, entre 0 et 5 secondes, est-ce que la masse de la personne est supérieure à celle au repos? Ça, vous avez bien conscience que quand vous êtes dans un ascenseur et qu'il commence à descendre, votre masse, elle va diminuer, parce que c'est comme si l'ascenseur, il commence à descendre, et puis vous êtes un tout petit peu tiré vers le haut, d'accord? Donc votre masse, elle va diminuer, justement. Donc ça aussi, c'est faux. Il faut essayer de répondre intuitivement à ce genre de questions pour avoir le temps à l'examen de répondre à toutes les questions. Entre 5 et 20 secondes, son poids est constant. Entre 5 et 20 secondes, on voit qu'il ne subit pas d'accélération, d'accord? Donc, enfin, si, il subit l'accélération de la Terre, mais il ne subit pas d'accélération de la part de l'ascenseur. Donc du coup, son poids, il est constant. Hein, parce qu'il va exercer la même force. F égale m fois g, ou m fois a, mais là c'est g en l'occurrence. Et si g est constant et puis m est constant, la force qu'il va exercer sur la balance qui serait sous ses pieds est la même. Donc son poids, il est constant. Donc ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que ce serait aussi le cas entre 0 et 5 secondes? Bah oui, son poids, il serait aussi constant, parce qu'il subit toujours une accélération de, on va dire, moins 1 mètre par seconde, et puis g, ou 1 mètre par seconde, selon ce référentiel, et g, il est égal à moins 10 mètres par seconde, donc du coup, on va plutôt enlever le moins ici, et donc du coup, g, donc ça c'était, pardon, ça je précise, ça c'était uniquement pour une question, donc ça c'est pas vrai, hein. Ça c'est bien 1 mètre par seconde au carré. 1 mètre par seconde au carré. Et du coup, là, l'accélération que la personne va subir entre 0 et 5 secondes, elle sera de moins 9 mètres, parce qu'on additionne les deux, elle sera de moins 9 mètres par seconde au carré. Donc, ici, comme l'accélération est constante et que la masse est constante, la force qu'il va exercer sur sa balance sera la même. Donc, si on avait posé la même question entre 0 et 5 secondes, ça aurait aussi été vrai. D'accord? Mais c'est une petite aparté, ça, il n'y a pas besoin de faire ce raisonnement. Entre 20 et 25 secondes, la personne se sent plus lourde, bouger est plus difficile. Là, c'est la même chose que pour ici,
Bah oui, entre 20 et 25 secondes, vous avez bien conscience que quand votre ascenseur, donc là vous êtes avec la même vitesse que l'ascenseur dans cette situation, et puis s'il commence à accélérer vers le haut, donc à décélérer, ben, c'est comme si vous allez être écrasé sur le sol de l'ascenseur. Donc évidemment que la personne va se sentir plus lourde. Ok. C'est la même chose que quand l'ascenseur commence à monter vers le haut, et ben, vous allez vous sentir un peu écrasé contre le fond de l'ascenseur. Donc vous allez vous sentir plus lourd et puis bouger sera plus difficile. Donc pour la D, c'est vrai aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça a pu vous aider un maximum dans la résolution de cette série qui n'était vraiment pas simple, hein. Ça commence un peu la difficulté réellement en physique, mais je vous invite à pas lâcher. Là, je vous ai fait ces petites séries pour un peu vous aider à accrocher là au début de l'année, mais si vous faites l'effort de la transition comme je vous ai dit en début de vidéo, vous allez vraiment y arriver et j'ai aucun doute que ça va le faire pour vous la physique. Mais vraiment, la SFO, ne lâchez pas, c'est ça qui fait échouer, mais je sais pas combien de pourcents des étudiants, mais genre ceux qui ont raté la SFO, c'est vraiment atroce parce que c'est vraiment dur de passer l'année si t'as échoué la SFO. Donc lâchez rien en SFO, vraiment, lâchez rien. Le temps que vous investissez en SFO, ce sera le plus rentable de vos temps de révision, vraiment. Donc voilà, je vous remercie vraiment pour toute l'attention que vous avez portée à ces vidéos de physique. C'est la preuve que bah, c'est quelque chose qui manque peut-être à la faculté. Mais ça, c'est à la faculté de mettre en œuvre, hein, des streaming vidéo pour les répétitoires, parce que je sais pas pourquoi ils le font pas. C'est genre... Bref, moi je trouve ça tellement débile. Mais bref, c'est pas à moi de juger, hein, je suis qu'un étudiant, donc c'est eux, ils ont peut-être leurs raisons que je connais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui aiderait tellement au nombre d'étudiants qu'il y ait des vidéos comme ça. Genre, donc voilà, bref, je m'étends pas plus. Merci d'avoir été autant nombreux avec autant d'enthousiasme. Merci pour tous les messages que j'ai reçus de remerciements pour les vidéos que je fais. Pour la classe Quizlet aussi, pour tous les remerciements que j'ai reçus. Vous êtes plus de 240 sur la classe Quizlet. C'est genre inespéré. Moi, j'avais fait juste ça à la base pour mes potes l'année dernière. Et puis pour moi, et puis en fait, bah, du coup, je me suis dit, bah, je vais donner accès gratuitement à ça, à tout le monde et bah, que ça serve et qu'il y ait autant de monde, ça me fait trop chaud au cœur de vous aider. Et puis voilà, puis bon, on se retrouve toute l'année sur Instagram aussi pour des petites motivations, des petits trucs pour rythmer vos semaines, voilà. Et voilà, puis aussi sur le site upmed.ch, bah, je vous dis rien, mais genre on est très content que ça marche à ce point-là. Donc ouais, vraiment merci beaucoup et profitez encore des réductions pour ceux qui n'ont pas encore pris. Il y a le premier concours qui sera le 31, dimanche 31 octobre. Donc on espère que vous y voir le plus nombreux possible, que ça soit vraiment assez, que ça puisse vous dire, ok, j'ai bien bossé jusqu'à maintenant, ça marche bien ma technique de travail. Ou alors, oui, il faut que je change un petit peu de trois trucs, mais au moins, ça va vous faire prendre conscience le plus tôt possible dans l'année de si votre technique de travail est bonne ou pas. Donc voilà, j'espère vraiment que vous serez encore plus nombreux, mais là déjà vous êtes beaucoup, donc je suis trop content. Donc voilà, merci pour tout et vraiment bonne suite. Lâchez rien en physique, on se quitte sur ce mot. Ciao!